Mon collègue Deli Sessanga, qui vient d'arriver, moi-même, nous sommes très honorés de nous retrouver à cette heure-ci, à vos côtés, avec vous, pour parler des questions, vous en doutez, qui nous intéressent, qui sont de haute importance nationale. Nous allons essayer de gagner du temps. Nous nous excusons pour ce retard. Lui vient de Paris. Moi, je suis ici. Il y a eu des petits contretemps pour attendre celui qui devait m'amener en ces lieux. Nous avons l'avantage d'avoir été, je dirais mieux, d'être toujours parmi, si vous voulez, les principaux acteurs du rassemblement qui ont suivi ce processus, j'allais dire, dès sa conception. Attendez le processus de la SENCO jusqu'à ce jour. Moi-même, tout modestement, je suis le chef de délégation adjoint du rassemblement aux négociations, Félix étant le titulaire. Et dans la commission où nous avons siégé, Deli et moi, la commission chargée de la gouvernance politique, Deli était aussi au centre de nos positions, des discussions et des formulations que nous avons acceptées consensuellement. Je ne saurais terminer cette petite partie introductive sans remercier les organisateurs de cette rencontre, le Rassemblement Benelux, et vous-même aussi. Nous sommes les dimanches, certainement que chacun a quelque part un rendez-vous, a quelque chose à faire. Je voudrais également vous dire et vous demander d'accepter que je vous présente aussi un collègue du G7, membre du Conseil des sages, qui heureusement se trouvait avec nous ici, le collègue Christian Mwando Simba. Est-ce qu'il peut vous plaire de vous mettre debout, Christian? Il est également parmi ceux qui animent le rassemblement au Katanga, attendez, la province du Katanga, l'ancienne Katanga, ou comme on dit chez nous au Kasaï, les grands Kasaï et au Kivu, les grands Kivu. Olivier Kamitatou devrait être avec nous parce qu'il se trouve qu'il est arrivé aussi hier ici, mais il y a eu un retard d'avion pour sa famille et un petit problème à régler. Peut-être qu'il va venir par la suite, il vient de me le dire. Nous allons essayer de faire ceci. Je vais vous donner l'économie générale de l'accord. Deli va vous donner l'économie générale de l'arrangement. Il va vous dire où en sommes-nous arrivés, qu'est-ce qui a posé problème et comment nous percevons cette fraude que l'on a fait commettre aux institutions de la République à travers la cérémonie, je ne sais pas trop comment l'appeler, la mise en scène, hélas, c'est ça, je crois d'hier ou d'avant-hier. Et par la suite, comme nous l'avons souhaité lorsque nous étions à la VUB, nous allons certainement nous mettre à votre disposition, plus pour recevoir des suggestions, des critiques constructives, que pour chercher à vous convaincre. Parce que nous sommes des mandataires, du moins dans les cas du rassemblement. La logique la plus élémentaire veut qu'on revienne à la base, dont vous-même, pour se ressourcer, réajuster éventuellement la stratégie et les idées. D'autant plus que nous allons relever le problème. Vous verrez qu'à ce stade ici, il faut réajuster un certain nombre de choses. En quelques lignes, il y a eu crise. Je ne vous apprends rien parce que vous suivez au jour le jour, raison pour laquelle vous êtes ici. Et à partir du mois de novembre, l'année dernière, il s'est élaboré, si vous voulez, une perspective de négociation. Négociation qui, en réalité, était réclamée par le rassemblement
depuis très longtemps, à partir même de son président, le regretté président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, et finalement à Genval, nous étions nous tous à Genval, on a harmonisé le point de vue de la stratégie et on a réclamé. Le 19 septembre, c'était aussi dans l'idée d'avoir cette connexion constructive de tous les intervenants pour sauver la République, sauver la Constitution et, si vous voulez, sauver le pays qui était et qui est toujours plongé dans une crise artificielle provoquée par M. Kabila pour rester au pouvoir. Et nous nous sommes trouvés aux négociations au centre diocésain. Le 31 décembre, un accord a été signé, dénommé Accord politique global et inclusif du centre interdiocésain, communément appelé Accord de la Saint-Sylvestre. L'accord, ou même le processus, a eu comme motivation ce qui suit. 1. Obtenir que tout le monde respecte la Constitution et qu'il n'y ait pas un débat sur la Constitution. 2. Obtenir que le processus électoral que Joseph Kabila a bloqué soit débloqué. Obtenir également que la dérive dictatoriale dans laquelle Kabila a plongé les Congolais, la République, s'arrête avec tout ce qu'il y a eu comme arrestation, comme procès à motivation politique, comme confiscation de l'espace politique et médiatique. Un autre, c'est ce que nous avons appelé, et nous appelons la décrispation. Un autre objectif, c'est celui qui découle de ce que, pour la première fois, on va dire pas pour la première fois, mais je dis pour la première fois parce que nous étions en situation normale. Le Congo se trouve dans un état atypique d'un pays qui se dit démocratique et dont les mandataires publics sont dans l'illégitimité la plus totale. Aujourd'hui, dans notre pays, vous le savez, je ne fais que rappeler, personne n'a de légitimité. Hélas, nous nous retrouvons dans la crise de légitimité qui a marqué par le sang l'histoire de notre pays jusqu'au moment où, à Sun City, nous avons juré, nous tous, que plus jamais cela, dans ce pays, vous n'avez qu'à lire l'exposé des motifs de la Constitution. Donc, président, député, sénateur, député provincial, gouverneur, personne n'a la légitimité. C'est-à-dire que personne n'a le droit, la capacité d'engager la communauté nationale et de poser des actes dans l'ordre de l'État. Ça, c'est une situation qui ne s'est jamais produite au Congo en temps normal. Parce qu'on peut parler de la rébellion ou l'hélice, de la période de coup d'État, mais ça, en temps normal, ça ne s'est jamais produit. En réalité, on est un peu dans une situation de coup d'État constitutionnel qui est à peine voilée. Et donc, nous devrions, parce que la situation de fait était et est celle-là, il fallait nous mettre d'accord pour voir comment régler cette situation-là consensuellement, de manière que très rapidement, nous allions aux élections. En effet, dans un régime démocratique, ni une disposition légale, fût-elle de la Constitution, et c'est très important, ni un arrêt ou une décision judiciaire, fût-elle de la plus haute juridiction de la République, ne confère la légitimité en dehors des élections. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Et donc, on devrait résoudre ces problèmes. Voilà les objectifs des négociations. Et qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, pour répondre à ça, nous nous sommes mis d'accord sur un dispositif juridique, normatif et institutionnel, avec toujours au fond, comme axe prioritaire, comme objectif majeur et prioritaire, l'organisation
des élections. Et jusqu'à aujourd'hui, pour le rassemblement, rien ne peut remplacer l'organisation des élections transparentes, libres, crédibles, pluralistes, pour résoudre la crise actuelle avec toutes ses ramifications économiques, sociales, sécuritaires. Parce qu'en réalité, le politique tient tout en état. Ça, c'est clair au Congo comme ailleurs. Et ce dispositif a été articulé sur, je peux dire, 3 axes. Le premier axe, c'est l'affirmation forte, mieux, l'engagement fort de chaque composante, de chaque partie prenante, de respecter la Constitution et les lois de la République, ce qui implique, 1, qu'il n'y a pas de mandat, 3e mandat pour Joseph Kabila, qui en a épuisé tous les 2 constitutionnels. 2, qu'on ne modifiera pas la Constitution, nonobstant le prescrit de l'article 5, qui pose le problème classique, le principe classique de la souveraineté du peuple, et qui implique aussi que le fameux référendum dont on nous a parlé ne puisse pas être organisé. Encore que, on pourra en parler, le référendum dans la Constitution congolaise, ce n'est pas le même dans la conception que celui du régime français qui nous a inspirés. C'est différent, on pourra en parler sur le plan technique, mais ce n'est pas ça le problème. Voilà des affirmations fortes, donc l'éclairage. Premier niveau. Deuxième niveau, au niveau des élections. C'est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, la présidentielle, les législatives, les provinciales auront absolument lieu au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Pour cela, il faut revisiter la CENI. C'est ce qu'on a mis dans le concept redynamiser la CENI. Il faut auditer la CENI. Il faut mettre à sa disposition, de manière claire et nette, toutes les ressources requises. On y reviendra. Tout cela pour obtenir que la CENI soit réellement indépendante, neutre et impartiale, et qu'elle constitue en fait le bouclier qui sécurise tous les compétiteurs électoraux vis-à-vis de toute tentative de blocage ou de fraude comme on en a connu dans le passé. Pour cela également, il faudra la décrispation politique, qui veut dire tout simplement, en quelques lignes, on pourra en parler, il faudra qu'il y ait un environnement politique qui arrête toute la répression, un environnement politique qui permette aux organisations de droits de l'homme d'exercer librement leurs activités à travers la République, qui permette que le pluralisme politique et de médias s'exprime pleinement, et alors qui permette in fine à ce que tous ceux qui désirent être des candidats en exercice des lois et libertés garanties par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, les exercent, jouissent de tout cela sans aucune entrave. Attendez, libération de prisonniers politiques et d'opinion, arrêt de procédés judiciaires à motivation politique, libération de médias, et il y a une série de choses qui sont consignées dans l'accord. Si ce tableau est garanti au sens de se réaliser, effectivement, dans notre tête, les élections peuvent avoir lieu sans des problèmes. Reste maintenant 2 questions. La question de la légitimité de gouvernants avant les élections. Et la question de garantie. Qu'est-ce qui peut faire que ce consensus sera suivi par tout le monde?
la question de la légitimité. Bien sûr que ceux qui étaient en face de nous, qui sont en face de nous, la majorité, ses alliés, et ils disent, pas de question, pas de problème. L'article 70 de la Constitution, alinéa 2, la continuité de l'État, article 69, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et tout ce qu'on peut broder autour de ça. Je vous ai dit ici, et je l'ai fait à dessein, en démocratie, il n'y a pas de légitimité qui soit conférée rien que par le droit. La légitimité est le fait de l'expression de la volonté de gouverner à travers un papier qu'on appelle le bulletin de vote. C'est très clair. Dès que vous sortez de là, vous n'êtes plus dans un régime démocratique. Coup d'État, fonctionnaire ou gouvernant de fait, et on peut développer toutes les théories, mais dès lors que nous avons la Constitution qui a planté ces décors, et dès lors que le contrat politique, à travers le vote, c'est un contrat à durée déterminée. Dès qu'on arrive top à minuit de la date de l'échéance, ce contrat n'a plus de validité. Nous leur avons dit, oui, invoquez la Constitution, invoquez l'arrêt de la Cour, mais maintenant, il faut qu'on arrive à un consensus et que la durée qui sépare la mise en œuvre de ce consensus des élections soit la plus réduite possible. Et c'est pour cela que on s'est dit, ok, on ne va pas brûler la case. Et nous, au rassemblement, ça ne nous a pas, si vous voulez, ça ne nous a pas posé un problème particulier dès lors que nous avons le décor que je viens de vous décrire. Elle dit, ok, Kabila, il reste, vous gardez votre Assemblée nationale, vous gardez votre Sénat, vous gardez vos assemblées provinciales, vous gardez vos gouverneurs, vous savez parce que vous êtes de Congolais, comment les gouverneurs actuels ont été élus. Vous gardez votre territorial, police et tout, ok. Nous n'allons pas ici donner l'impression que nous voulons aussi nous engouffrer dans les glissements. Mais, et c'est là le nœud du problème, nous devons avoir, nous, rassemblement, la garantie institutionnelle que l'accord sera appliqué. Et cette garantie, on ne la cherchait pas ailleurs. Qu'est-ce qui a bloqué la CENI? On dit, l'année passée, rappelez-vous, le Premier ministre est passé devant la Cour pour dire « je parle de l'argent pour les élections ». Lui et moi, nous sommes des parlementaires. Il est parlementaire. En 2015, je pense, non, 16 l'année passée, lorsque nous examinons la loi de reddition de comptes, c'est-à-dire la manière dont le budget a été exécuté pour l'exercice 2014, parce que l'exercice 2015 venait de se terminer. Eh bien, les dépenses hors budget ont été de l'ordre de 1,6 milliard. Je dis bien les dépenses hors budget. Les dépassements budgétaires, c'est-à-dire en fait, on prévoit, je donne comme ça pour simplifier les choses, 1 000 $ pour le président, 1 000 $ pour la primature, la présidence, dépassement de 600%. La primature, un dépassement de 300, 400. Et on peut continuer la série. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, le poste de Premier ministre était stratégique pour s'assurer qu'il n'y aura plus de blocage de moyens vis-à-vis du CENI. Et pour s'assurer de la CENI, s'assurer également que toutes les charges, parce que dans l'accord, il y a un programme gouvernemental minimum, et que toutes les charges, toutes les tâches que le gouvernement doit exécuter seront exécutées. Voilà la première garantie pour nous. La deuxième garantie, c'est que nous devions sortir de l'idée de mécanisme de suivi qui n'a aucune base légale et donc qui n'a pas, la capacité d'intervenir dans l'ordre de l'État, 2, la capacité d'édicter de règles de comportement contraignants.
Et c'est pour ça que c'est nous qui avons proposé la mise en place d'un conseil national. Nous l'appelions Conseil national de transition. Bon, il y a eu débat, je vous ai parlé de ça, et on a fait un conseil national de suivi de l'accord. Nous, on a dit qu'il faut ajouter du processus électoral. C'est ça la naissance du CNSA. Et je voudrais, sur ce point, préciser que le CNSA est stratégique, hautement stratégique, parce que dans l'arsenal juridique actuel, c'est-à-dire la Constitution, je crois l'article 222, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il n'y a aucune institution qui a la prérogative de suivre techniquement la CENI. Nous, à l'Assemblée nationale, nous n'avons que la capacité de contrôle de gestion administrative et financière. Donc, aujourd'hui, la CENI fait son travail comme bon lui semble. Et nous allons dire, la garantie, il faut le CNSA, mais pas un simple comité de suivi. Il faut que ce soit une institution créée sous la base de l'article 222 de la Constitution, donc institution d'appel à la démocratie, et organisée par une loi organique qui est dans l'ordre, dans la hiérarchie des règles de droit, la Constitution, les lois constitutionnelles, la loi organique et puis la loi ordinaire. De sorte que le CNSA aura la capacité d'interpeller la CENI, pas sous la gestion politique administrative et financière, mais sur la gestion du processus électoral. Voilà l'enjeu du CNSA. Et nous avons dit, nous, il n'y a pas mieux placé que notre leader, le président Tshisekedi, avec tout ce qu'il représente pour la nation, avec, si vous voulez, toutes les bibliothèques se trouvent dans sa tête, c'est l'homme qui devait être là pour garantir. Et c'est pour cela, pour toutes ces raisons que je vous décide. Donc, vous voyez, nous avons concédé les restes. Continuez à gérer. Mais, garantissez-nous les élections, primature, CNSA. Je crois que c'est clair. Et on a mis dans l'accord, c'est clair aussi, le chapitre 6, l'accord est ici, ça c'est la copie signée, il y a des signatures. On a mis dans l'accord le chapitre 6.2, paragraphe 3. Le CNSA sera présidé par le président du Conseil des sages du Rassemblement. C'est pour cela que pour la primature, au chapitre 3.33, il est dit que le Premier ministre est présenté. Donc, je reprends la phrase. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre. Présenté, il faut bien souligner le terme présenté. Présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, Rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Qu'est-ce à dire? On n'a pas dit nommé au sein du Rassemblement. On n'a pas dit issu du Rassemblement. Lui et moi, plus le président Félix Tshisekedi, je crois avec l'abbé Tshilombo, nous étions dans le tout groupe, le petit groupe qui a négocié cette formulation. Donc, il n'y avait pas de problème de dire qu'il y aura 3 noms. Première étape, le Rassemblement se met d'accord sur Tantampion et le présente. Deuxième étape, parce que dans l'ordre institutionnel congolais, dans la Constitution, nul ne peut exercer les fonctions de Premier ministre que s'il est nommé par le président. Et le président ne peut le nommer que parce qu'il est compétent, habilité, en vertu de l'article 78. C'est pour ça qu'on a mis l'article 78. Sinon, l'engagement de respecter la Constitution, ça devient autre chose. Nous reviendrons sur la question. C'est ça, les 2 clauses stratégiques. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut garantir tout le processus? Je vous ai dit, il y a d'abord
le fait que nous avons la primature. Il y a ensuite le CENSA lui-même, comme institution de suivi, composée de toutes les parties prenantes, en échantillon bien sûr, en délégation, en représentation, et qui a la compétence de CENSA d'appeler la CENI, d'évaluer les élections, d'appeler le gouvernement, d'évaluer la mise en œuvre de toutes les autres dispositions, notamment des crispations, et j'en passe, et tout le programme. C'est ça, la garantie, évidemment. On a mis une clause ici, que toutes les parties exécutent l'accord de bonne foi. Ça, c'est une clause normale dans ce type de processus. Accord international, accord national, tout. On met toujours la clause de l'exécution de bonne foi. Mais nous avons tenu à avoir cette institution. Je vais parler longuement de cela. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi le rassemblement tient à ce que l'accord soit exécuté. Parce qu'on nous dit, dans les réseaux sociaux, dans les rencontres avec les Congolais, que non, vous avez laissé l'accord, vous avez laissé les élections, vous vous battez pour les postes. Que de non. Parmi nous, permettez-moi de vous le dire, de vous le rappeler parce que vous le savez, vous êtes Congolais comme moi. Il y a des gens qui sont dans l'opposition plus de 20 ans, 30 ans. Ils ne le sont pas parce qu'ils ont manqué des offres alléchantes. Il y en a qui étaient là et qui ont quitté. Ils n'ont pas quitté parce qu'on les a chassés, parce qu'ils ont fait un choix. Donc, on ne peut pas réduire cette question de garantie à une affaire de poste. C'est ça le malentendu. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un autre schéma que cet ensemble d'éléments, ce dispositif dans sa globalité pour garantir les élections? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer qu'en laissant le pays être gouverné comme avant, mieux, en laissant le processus décisionnel au niveau de l'État, aux mêmes qui ont bloqué, est-ce que nous avons la garantie qu'on aura les élections? Peut-être qu'on va réfléchir, et nous sommes là aussi pour étudier avec vous toutes ces questions-là. Parce que la chanson de poste, ça n'est pas ça. Encore que, on ne dit pas, vous qui êtes là, vous avez bloqué les élections, vous n'avez plus de légitimité, pourquoi vous continuez? Mais c'est à nous qu'on dit de poste. Non, la question de poste, c'est pas ça le problème. Le cap, ce sont les élections. Quel autre schéma est-il valable pour créer un environnement favorable à un scrutin transparent, crédible et respectueux de la Constitution? Et voilà l'économie générale de l'accord. Nous reviendrons à travers les jeux de questions-réponses pour d'autres précisions. Avec l'autorisation de modérateur, je voudrais que le collègue Deli vous dise aussi où est-ce que nous en étions avec l'arrangement particulier et qu'est-ce qui a fait problème. Je vous remercie. C'est vrai que le mot lui-même arrangement particulier prêtait à confusion. Pour beaucoup, il s'agissait peut-être d'arrangements secrets que le pouvoir devait négocier avec nous. Et ce qui a jeté quelquefois l'opprobre un peu sur ces discussions qui ont pris place après la négociation de l'accord du 31 décembre. Mais en réalité, en lieu et place d'arrangements particuliers, vaut mieux parler des modalités pratiques de mise en œuvre de l'accord. Ce sont les modalités pratiques. L'accord en lui-même comportait des dispositions qui n'avaient besoin d'aucune modalité supplémentaire pour être mises en œuvre. Comme l'a rappelé l'honorable Christophe, l'accord comportait 3 piliers. Vous avez le premier pilier, c'était la décrispation politique. Il vous souviendra que si nous avons refusé d'aller au dialogue COJO, c'est entre autres parce que, posant la question de la décrispation politique, celle-ci n'ayant pas trouvé de réponse, COJO, au pied du ministère de la Justice, avait déclaré, Urbi et Orbi, que on en avait fini avec la question de l'exigence sur la décrispation. Parce que le ministre de la Justice à l'époque avait pris des arrêtés
qui élargissait, donc libérait les femmes de plus de 65 ans, des vieux qui étaient en prison ou des enfants, ainsi de suite, et disait que la revendication de l'opposition du point de vue de la décrispation avait été rencontrée. Et c'est pour contrer cela, c'est qui a déclenché les négociations de la cité de l'OUA, que le rassemblement dans son ensemble avait refusé de prendre part à des discussions menées par Kodjo. Et donc, dans ce pilier-là de la décrispation, il y avait la réouverture des médias, les médias de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'a toujours pas des médias qui sont ouverts, ou du moins, le régime Kabila a ouvert les médias pour les opposants qui étaient accommodants avec lui. Ainsi, par exemple, ils ont réouvert ce que nous ne pouvons pas dénoncer. C'est une très bonne chose que l'espace public soit ouvert, le média de Vital Kamerhe, par exemple. Parce que Vital Kamerhe avait accepté d'aller avec eux au niveau du dialogue du 18 octobre. De la même manière que tous ceux qui ont été avec eux au niveau du dialogue ont pu, au titre de la décrispation, bénéficier des mesures d'élargissement ou de tolérance. Quand Vital est allé dans le sud Kivu, par exemple, on l'a laissé faire son rassemblement. Mais, chose qui est impossible pour l'alternance pour la République à laquelle j'appartiens, le G7, le rassemblement dans son ensemble, l'UDPS, d'autres composantes essentielles du rassemblement n'ont pas ce droit-là. Nous avons exigé que la décrispation soit une réalité. Et au terme de cette décrispation, on avait dit, il y a les cas dits emblématiques. Ces cas emblématiques, c'est les 7 que l'on avait cités, et on n'avait pas trouvé de solution sur le cas de Moïse Katumbi et le cas de Jean-Claude Muyambo. Et on avait confié ce dossier au niveau donc de la médiation. Et l'idée était qu'à la clôture de la médiation puisse faire rapport au niveau de participants et qu'on puisse en tirer les conséquences qui vaillent et que le président de la République, Joseph Kabila, lui-même, puisse s'impliquer dans la recherche de solutions à ce problème. Au cas emblématique, on avait ajouté tous ceux jeunes, gens pour la plupart, qui avaient été arrêtés lors de manifestations du 19 septembre 2016. Et vous remarquerez que jusqu'à présent, sur le chapitre de la décrispation, rien n'a été accompli pour pouvoir favoriser un climat assaini, parce que l'objectif de l'accord, c'est de dire, nous allons à des élections qui soient des élections apaisées. Or, on ne peut pas avoir des élections apaisées si les gens ne peuvent pas circuler librement, si les médias qui sont ceux de l'opposition sont fermés, et si toutes les libertés fondamentales ne sont pas garanties. Donc le climat est en soi mauvais, et donc il fallait l'assainir pour avancer. Et donc on avait besoin de l'arrangement particulier pour que certaines dispositions soient faites. Mais sur ce pilier-là, le premier de la décrispation, rien n'était tributaire de l'arrangement particulier. Parce que ce que je dis est très important pour établir en fait la mauvaise foi de la partie majorité présidentielle qui ne s'est pas acquitté de ses obligations librement consenties dans le cadre de cet accord. Le deuxième pilier, c'était le suivi du processus électoral. Comme on n'a pas pu restructurer la CENI, nous avions convenu que le CENSA aurait la supervision du processus et pouvait arbitrer par moment certaines difficultés qui pouvaient se faire voir dans le cadre de l'organisation des élections. C'est ainsi que le CENSA a été conçu comme étant un mécanisme de suivi, mais rehaussé du point de vue institutionnel comme institution d'appui et dirigé par le rassemblement. Et le CENSA, sa mise en place était nécessaire, d'abord, parce qu'elle devait pouvoir évaluer, et que, ensuite, faire le suivi. Les différends liés à l'application de l'accord devaient faire l'objet d'un arbitrage au sein du CENSA. C'est par le CENSA que cela devait se faire. Et l'arrangement particulier de ce point de vue devait être finalisé sur un seul point.
un seul point. C'était ici, au niveau du chronogramme, déclencher la période à partir de laquelle les institutions, disons les organes de la CENSA vont pouvoir être installés et comment est-ce qu'ils vont pouvoir fonctionner. Parce qu'il y avait un chronogramme que nous devrions mettre en œuvre, étant entendu que nous n'avons que 12 mois pour pouvoir mettre en œuvre l'accord. 8 mois. Nous avions 12 mois à compter du 31 décembre. Donc, c'est cet élément-là qui devait être finalisé. Nous avons été surpris, suite à la disparition du président Étienne Tshisekedi, que la majorité, ainsi qu'une partie de l'opposition signataire, ainsi que les FRC, aient soulevé la question de la présidence du CENSA, pour nous qui était une question réglée. Et donc cette question est venue au moment de la finalisation de l'arrangement particulier comme un sujet nouveau. Et il y avait aussi, avec l'arrangement particulier, il y avait lieu de finaliser le renouvellement du Conseil Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, pour pouvoir libéraliser effectivement l'espace médiatique, essayer d'avoir un encadrement plus adéquat et qui tienne compte des équilibres des uns des autres et assurer notamment que l'opposition puisse passer dans les médias publics. Et donc tous ces éléments devaient découler du chronogramme que l'on devait faire. Ça, c'est pour le deuxième pilier qui concerne le suivi du processus électoral. Le troisième pilier, comme l'a dit Christophe, est lié à la garantie pour mettre en œuvre l'accord. Joseph Kabila a eu pendant 5 ans le gouvernement Matata, qui a été incapable d'organiser les élections, d'en financer le bon déroulement. On ne pouvait pas aller dans un accord et lui laisser totalement aux commandes de ce gouvernement, au risque de s'exposer à la non-organisation des élections, justement pour les mêmes motifs qu'ils ont avancés pendant 5 ans, qu'ils ne pouvaient pas organiser les élections. Et donc il a été convenu un équilibre. Mais cet équilibre, il faut le voir comme étant un équilibre global, parce que parfois les Congolais ont tendance à dissocier les éléments. D'un côté, le président Kabila restait en place, les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale et le Sénat restaient en place. Contre le régime spécial que nous avions exigé à l'époque, un compromis a été trouvé en disant on mettait en place un conseil supérieur, un conseil national de suivi de l'accord et un premier ministre issu du rassemblement. Les deux, pris ensemble, faisaient le contrepoids de la majorité présidentielle et devraient permettre ainsi d'aller beaucoup plus assurément vers la tenue des élections. Et donc, en ce qui concerne le gouvernement, le Premier ministre est proposé par le Rassemblement, mais les modalités pratiques devaient être convenues dans le cadre de l'accord. Et de la même manière que l'arrangement particulier devait nous permettre de tirer la grille des répartitions des responsabilités entre les différents groupes. Parce qu'il était hors de question de laisser le président de la République tout seul en train de faire la répartition des responsabilités. Et donc il fallait que l'on revienne ensemble de ce que nous avons appelé de la répartition des responsabilités, c'est-à-dire quels étaient les départements ministériels qui devaient aller dans tel camp et dans tel autre, et pourquoi, et comment assurer l'équilibre au sein de ce gouvernement pour que celui-ci fonctionne. Élément qui peut paraître accessoire, mais d'importance, l'arrangement particulier retenait le principe qu'il y avait un conseil de ministres au moins tous les 15 jours, je crois. Chaque semaine. Chaque semaine, hein? Chaque semaine. Parce que au Congo, nous avons pris l'habitude, le gouvernement ne fonctionne pas. La dévalorisation des institutions, le ravalement par le bas des institutions fait que ces institutions se réunissent de manière assez épisodique, quand on le souhaite, si bien que la délibération collective qui doit avoir lieu au niveau du gouvernement ne se tient pas, et donc c'est le cabinet du président de la République ou des réseaux d'un gouvernement que l'on appelle toujours gouvernement parallèle, qui décide en lieu et place du gouvernement. Et donc on avait dit, il faut que le gouvernement
se mettent à travailler normalement comme travaillent tous les gouvernements dans toutes les démocraties du monde. Et donc à la fin, lorsque les évêques constatent qu'il y a absence de bonne foi de la part du gouvernement, de la partie gouvernementale, et que nous avons réglé tous les sujets, je dis bien tous les sujets, il a resté que 2. Le premier sujet, c'était la nomination du Premier ministre. Et là, les évêques vont faire une proposition. Ils vont dire, la nomination du Premier ministre doit se faire à l'issue d'une consultation entre le Rassemblement et le président de la République, qui est l'autorité des nominations. Et en ce qui concerne le CENSA, la présidence du CENSA, parce qu'on a vu finalement Vital réclamer aussi de vouloir diriger le CENSA, on a vu le FRC, le MLC dire qu'il voulait diriger le CENSA, on a vu même la majorité y venir, mais bon, avec beaucoup d'hésitation, comme quoi ils pouvaient diriger le CENSA, mais tout ceci participait d'une stratégie de blocage de la mise en œuvre pour provoquer un arbitrage à un autre niveau. Là aussi, les évêques ont dit ceci. Le président du CENSA doit être issu du rassemblement parce que tel a été le sens de l'accord. En revanche, il fallait rechercher un consensus beaucoup plus large sur le candidat, n'est-ce pas, du rassemblement. Et ce sont ces 2 questions qui ont été soumises au président de la République. Avec quel objectif? Parce qu'on ne sortait pas de l'accord. Avec l'objectif suivant, que le président de la République puisse convaincre son camp de revenir au bon sentiment pour que nous puissions revenir, et comme ça on finalisait l'arrangement particulier, et une fois que l'arrangement particulier était finalisé, on pouvait commencer la mise en œuvre. Mais plutôt que cela, plutôt que de s'élever au-dessus de la mêlée et de pouvoir rapprocher les vues, le président de la République a été un grand commun diviseur, parce que là on attendait la finalisation de l'arrangement particulier. Il a sorti un groupe qu'il a appelé Rassemblement, mais tout droit sorti du Palais de la Nation, et qu'il a érigé en interlocuteur pour pouvoir discuter avec lui de toutes les questions qui étaient liées à l'arrangement particulier. Un temps, la majorité présidentielle a même oublié qu'il fallait l'arrangement particulier pour pouvoir mettre en œuvre, parce que lorsque le président de la République va devant le Congrès, il oublie qu'on doit finaliser l'arrangement particulier. Il dit, bon, dans 48 heures, je vais nommer le Premier ministre. Hélas, mais pendant des mois, la majorité nous a dit, nous ne pouvons pas nommer de Premier ministre, il faut que celui-ci démissionne. Et donc, je crois que même Samy, qui a eu un rire jaune ce jour-là dans la salle, trahissait le fait que, n'ayant pas encore déposé sa démission, n'ayant probablement pas été consulté, mais en tout cas, la Radio Trottoir disait qu'il a été consulté, il a refusé de donner sa démission, a été en fait révoqué en direct par le président de la République devant le Congrès, en disant, bon voilà, je vais nommer dans les 48 heures. Et très vite, ils envoient maintenant une invitation. Ben, nous disons, nous pouvons aller à cette invitation, nous pouvons aller voir le président de la République, parce qu'il est question, ça c'était avant qu'on puisse avoir le Congrès, pour arranger les problèmes, mais nous voyons qu'il dédouble le rassemblement. Lorsque vous avez à gérer un partenaire, le protocole, c'est quand même la politesse des rois. Je ne pense pas que quelqu'un qui est dans les hautes charges de l'État puisse se permettre de griller le protocole en invitant en discussion une de parties, en divisant une des composantes pour pouvoir manœuvrer politiquement avec celle-ci. Et c'est pourquoi le rassemblement a refusé, en définitive, de ne pas se rendre à ces discussions qui étaient piégées, parce qu'on voulait recevoir Tartampion, Tartantruc, alors que pendant des mois, on avait discuté avec un rassemblement dont le chef de délégation était Félix Tshisekedi, le chef adjoint de délégation était Christophe Lutundula. Mais vous discutez avec les gens, au moment où vous voulez discuter des modalités de mise en œuvre, vous changez des interlocuteurs. Et sans avoir consulté la partie en question. Et donc nous avons trouvé que cette entorse empêchait, était une manœuvre visant
a empêché la mise en œuvre de l'accord et donc nous ne sommes pas allés. Et c'est ainsi que ils ont d'abord procédé à la nomination du Premier ministre, donc en violation de l'accord. Parce qu'il n'y a pas toujours d'arrangement particulier. Mais comme le Rassemblement a continué à dire il faut l'arrangement particulier, on ne peut pas comprendre que cette nomination soit intervenue sans l'arrangement particulier, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis une bévue. Et donc ils disent maintenant on va aller corriger. Mais ils ont déjà nommé le Premier ministre. Et là, maintenant ils se disent comment on va corriger? On appelle les mêmes fanfarons qui viennent autour de la table. On dit bon voilà, vous allez signer un papier en guise d'arrangement particulier. Mais, chose grave, ce sur quoi nous nous étions déjà mis d'accord, je vous ai dit tout à l'heure, on s'était déjà mis d'accord sur tout. Ils sont allés détricoter et l'arrangement particulier et l'accord du 31 décembre, montrant en définitive que les réticences qui étaient les nôtres d'aller accompagner Joseph Kabila et son équipe dans cette démarche étaient fondées, c'est qu'ils ont réécrit l'accord. Par exemple, lorsque vous prenez la désignation de membres du CENSA, il était écrit, et telle est d'ailleurs la tradition dans notre pays pour toutes les institutions d'appui à la démocratie, lorsqu'un membre relève d'une composante, c'est cette composante qui la désigne. Mais maintenant, ils doivent envoyer la liste. Je crois, ils ont dit, ils envoient chez le président, il a 15 jours, et puis ça revient. Donc, ils ont redonné au président même plus de pouvoir qu'il avait auparavant. Alors, ça, nous ne comprenons pas, et nous disons que ce qu'ils ont signé n'a rien à voir avec le texte que nous avions négocié, qui est là, que nous avons négocié, et sur lequel il ne restait que 2 points en discussion. La nomination du Premier ministre, il y avait une proposition des évêques, et la désignation du président du CENSA, il y avait une proposition des évêques. Et pour nous, Joseph Kabila étant arrivé à la fin de son mandat, il ne peut plus exercer la fonction d'arbitre institutionnel comme si de rien ne s'était passé. Alors, la question, tout le monde nous la pose. Quel est l'enjeu aujourd'hui? Est-ce que je vais en terminer là? Quel est l'enjeu aujourd'hui? Pourquoi nous parlons de tout ça? Parce que quand nous avons fait l'accord, l'arrangement particulier, c'était pour mettre le pays à l'abri d'un chaos. Nous avions le choix. On aurait pu aller dans la mise en œuvre de l'article 64, où chacun de nous, assumant sa liberté, pour contrer un régime dictatorial et totalitaire qui est en train de se mettre en place. Et ça aurait fini dans un bain de sang. Et nous avons écouté les conseils venant de tout le monde, de la sous-région, des Nations Unies, qui ont dit on va trouver la solution. Et c'est ainsi que vous avez vu que les Nations Unies ont fait de l'accord du 31 décembre la feuille de route de référence en ce qui concerne la résolution de la crise dans notre pays. Ça, c'était le premier enjeu, éviter que le pays ne sombre dans un chaos total. Le deuxième enjeu aujourd'hui, c'est que Kabila lui-même nous a facilité la tâche. Il a fait un discours bilan sur ses 15 ans de gestion. Triple faillite. Quand vous prenez son discours, il est court. Sur le plan économique, voilà que le Congo, depuis 4 mois, n'a pas de budget. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Nous sommes dans le Congo de 2000. C'est l'année 2000 où on n'avait plus de budget. Depuis 2001, le Congo a toujours eu un budget. Maintenant, il est exécuté, mal exécuté. Là est notre problème. Il y a toujours un budget. Aujourd'hui, le Congo fonctionne sans budget. Donc nous sommes revenus à la situation où nous étions en 2000. La croissance économique est en berne. L'inflation est repartie. Vous voyez, lorsque Matata quitte le pouvoir en novembre, toute la situation, le cadre macroéconomique se dégrade. L'inflation repart à la hausse. La situation de réserve extérieure du pays plonge parce que aujourd'hui nous sommes à 2 semaines d'importation de couverture. Et les Congolais, dans leur situation au quotidien, ont subi, suivant les catégories, entre 40 et 60% de baisse de pouvoir d'achat. Quand vous allez à la cité, les Congolais vous disent, mais écoutez, j'échange aujourd'hui à 1400, je suis payé sur un taux de 950 et on paye le loyer à 1500. La misère est dans tous les foyers et dans toutes les provinces, indistinctement. Donc, la faillite économique. Finalement, j'étais étonné de voir que
le président de la République faisait devant le Congrès un discours comme quelqu'un qui venait d'arriver au pouvoir, découvrant 16 ans après qu'il fallait appuyer la classe moyenne, qu'il fallait créer de l'emploi pour les jeunes, alors que le dernier rapport sur la situation de la corruption dans notre pays établit que la République démocratique du Congo est 156e. Le niveau de corruption n'a jamais été aussi élevé. Le niveau du gâchis des opportunités économiques sur les 5 dernières années n'a jamais été à son comble. Donc, faillite économique et financière de l'État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit devant le Congrès. La faillite sécuritaire. Il y a à peu près 10 000 hommes du Sud-Soudan qui ont traversé depuis des mois, qui errent entre le Bas-Ouélé, l'Ituri, le nord du pays, le nord-est du pays. La situation à l'est n'est pas toujours jugulée. En 10 ans, en 15 ans, 10 ans de pouvoir élu, 15 ans depuis qu'il est au pouvoir, le régime n'a pas su réformer l'appareil sécuritaire pour que l'indépendance nationale soit garantie. J'aime bien ce discours quand on dit la souveraineté nationale. Mais garantir la souveraineté nationale, c'est d'abord avoir une armée qui fonctionne, une police qui fonctionne, pas qui réprime les citoyens, mais qui est capable de défendre la nation et de défendre la sécurité et leurs biens. Là aussi, c'est un échec total. 10 000 hommes qui errent là-bas. Nous sommes menacés sur la frontière avec la Centrafrique, parce que la situation reste fragile en Centrafrique. Au Kasaï, il se commet un crime contre l'humanité. C'est un véritable génocide et vous avez raison de le dire. On a vu, là où il fallait amener le message de paix, déployer, le président de la République dire qu'il déploie une zone opérationnelle. Comme s'il avait mis l'armée sur pied de guerre dans cette partie de la République. Et aujourd'hui, en Angola, un camp de réfugiés de l'autre côté de Dundo, avec des Kassaïens, il en traverse entre 300 et 500 par jour, qui traversent, qui fuient le pays. 15 000 sont là-bas. Dans les années 90, beaucoup d'entre vous étaient scandalisés par le camp de Mugunga, où il y avait des réfugiés hutus-rwandais. Aujourd'hui, les Congolais sont réfugiés par la situation qui se passe au Kasaï, au niveau de l'Angola. Donc il y a une vraie faillite sécuritaire. Et quand vous voyez la situation à Kinshasa, pour les libertés publiques, les arrestations, l'insécurité dans nos quartiers, ainsi de suite, vous vous rendez compte que la situation est déplorable. Et fin de mot, c'est la faillite politique. Nous nous sommes retrouvés à Sun City. Moi, je suis un ancien rebelle. Nous avions pris les armes parce que nous combattions un régime. Nous n'avions pas perdu la guerre. Nous avons accepté de faire la paix parce que nous considérions qu'ensemble nous pouvions bâtir un pays nouveau. Et ce pays nouveau était basé sur quoi? Une armée républicaine et une police républicaine et des services de sécurité. Était basé sur une justice indépendante, une décentralisation pour faire fonctionner les provinces, et puis un ambitieux programme qui devait faire accéder nos concitoyens à l'éducation, à la santé. Quand vous prenez notre constitution, il y a l'éducation pour tous, la santé pour tous, l'accès à l'eau pour tous. Mais tous ces objectifs du millénaire que nous avons déclinés dans la constitution n'ont pas été atteints. L'enjeu qui se pose à nous comme génération, c'est de dire, est-ce que nous allons accepter que cette forfaiture continue, ou nous allons dire, nous reportons à la génération qui vient de résoudre les problèmes de légitimité dans notre pays qui ont toujours empêché le développement de notre pays, ou est-ce que nous allons en découdre définitivement avec ce pouvoir pour que plus personne au Congo, ce que nous nous sommes dit à Sun City, ne puisse se maintenir au pouvoir par la force et les conserve en dehors de règles républicaines qu'on s'est données. Parce que Zéar Berlin, que j'aime bien, définit la démocratie comme étant aussi le fait d'empêcher quelqu'un de se maintenir au pouvoir contre la volonté des Congolais. Et quand vous vous promenez dans nos rues, dans nos campagnes, dans nos provinces, plus personne ne veut de ce pouvoir. C'est pourquoi, comme rassemblement, nous disons, il faut que les Congolais continuent à exiger l'application de cet accord. Il faut que nous puissions tenir cet accord comme étant la feuille de route. Pas comme elle a été défaite et refaite par
Kabila et ceux qui veulent l'accompagner. Parce que nous ne voulons plus de nouveaux référendums, nous ne voulons plus de nouvelles constitutions. Nous voulons une alternance par la voie des élections. Nous voulons que tous les Congolais qui veulent concourir à ces élections puissent y aller. Et vous, comme diaspora, vous avez un rôle que l'on ne souligne pas suffisamment. La nouvelle loi électorale qui a été adoptée, cette loi électorale a conféré à la diaspora le droit de vote, surtout pour l'élection présidentielle. Je parle ici devant la diaspora en Belgique, France, Londres. Vous aurez un rôle majeur à jouer. Il faut savoir que par le nombre que vous représentez dans l'élection présidentielle pour laquelle vous devez vous battre, que les lieux, vous pouvez la faire basculer dans un sens comme dans un autre. Donc vous avez une responsabilité particulière. Nous ne sommes pas en 2011. Mais pour y arriver, encore faut-il que cet accord soit appliqué parce qu'il est le seul à ramener Kabila dans son juste rôle et à ramener tous les autres acteurs dans leur rôle et mettre tous les Congolais dans la situation d'égalité pour aller vers un processus électoral apaisé. Je vous remercie. Baudouin Amba, Congo indépendant, nous avons suivi avec intérêt le diagnostic. Mais je dois vous avouer, je crois que beaucoup seraient de mon avis. Au niveau du remède, nous restons un peu sur notre feu. En fait, j'ai retenu la phrase de M. Delis Sanga. Les Congolais doivent continuer à exiger l'application de cet accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Merci bien, c'est Cheikh Fita d'Info en ligne des Congolais de Belgique. Nous sommes le 30 avril 2017. Le 31 décembre 2016, il y avait eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Quand on compte, ça fait 4 mois pleins. Et si on devait faire le bilan de l'exécution de ce qui a été décidé, je pense que du côté de l'opposition du rassemblement, on n'a rien eu. Et on assiste au retour de M. Kabila au pouvoir, plus que ce qu'il avait avant, vous l'avez vous-même dit. Et quand vous regardez les compatriotes, même ceux qui sont ici, vous sentez qu'il y a une grande impatience. On a l'impression que dans l'opposition, il n'y a pas un endroit où on peut appuyer un bouton pour que le peuple se lève. Et le peuple est très impatient. La République démocratique du Congo n'a pas inventé la dictature. Vous savez comment on sait se débarrasser des dictatures dans l'histoire. C'est faisable. Et je citerai un cas simple, celui de Pinochet. Vous avez vu comment, avec les casseroles seulement et les klaxons, ce monsieur est parti. Et maintenant que les gens sont impatients, il nous reste 8 mois pour qu'il y ait des élections. Or, pour qu'il y ait des élections, selon vos accords, vous devez nécessairement piloter le Conseil national de suivi. Vous devez nécessairement avoir le Premier ministre. Parce que si vous n'avez pas ça, la CENI fera ce qu'elle veut. Vous le savez. Ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous nous promettez? Donnez-nous un chronogramme où vous mobilisez le peuple et nous dites-nous à telle date nous avons tel résultat. Merci. Ma question s'adresse donc à M. Delis Sanga. Je me dis, vous vous êtes présenté ici comme un ancien rebelle. Alors, je me demande, est-ce que l'opposition aujourd'hui, elle est essoufflée? Parce que toutes les personnes qui sont ici savent que les formules de ville morte, les formules de sortir dans la rue pendant qu'il y a des gens armés et tout ça, ça fait rire M. Kabila. M. Kabila en face a besoin aujourd'hui des armes. Et tous les Congolais qui sont ici, je ne crois pas qu'il y a un seul qui est contre la solution des armes. C'est la seule solution pour que M. Kabila puisse partir. Alors, moi aujourd'hui, je veux dire tout simplement, arrêtez de croire à une personne qui se moque de vous. De croire que quand vous allez dialoguer avec lui, nous l'avons dit dès le début, qu'en allant dialoguer avec ce monsieur-là, il ne va rien respecter parce qu'à côté de ça, il a besoin des armes. Alors ma question, elle est simple. Quelle solution aujourd'hui vous nous promettez quelque chose de concret? Pas des villes mortes parce que les gens ont faim et ne sont pas prêts aux villes mortes. Merci. Assurer la continuité du fonctionnement des institutions. Ces acquis de l'accord, il
Il faut continuer à les revendiquer et à en exiger le respect. Nous avons un deuxième support important à côté du peuple congolais. C'est l'ensemble de la communauté internationale qui a été mobilisée. La résolution 2348, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'accord du 31 décembre constitue la feuille de route pour le renforcement de la légitimité des institutions. C'est la seule feuille de route pour conduire aux élections. Il est prévu dans cette résolution une évaluation tous les 45 jours. Je crois que la première évaluation va se faire bientôt. Il faudrait qu'on surveille tous ces repères qui sont autant de moments où la communauté internationale va émettre une opinion parce que nous considérons que la triple faillite sécuritaire, économique et politique du régime Joseph Kabila est une menace importante à la sécurité internationale et exige de la communauté internationale une approche préventive pour empêcher que les choses ne puissent dégénérer à terme. Or, la résolution prévoit justement que d'ici le mois de septembre, on va pouvoir adapter le format de la présence même de la MONUSCO chez nous pour pouvoir aider le peuple à aller vers les élections. Mais cela ne se fera à la faveur de l'assentiment du peuple congolais que si nous restons un bloc, si nous continuons à réaffirmer en dépit de tous ces erreurs de parcours que l'objectif que nous nous sommes donné, nous y tenons et que nous allons y parvenir. Si le peuple congolais se désengage, se fatigue, alors la communauté internationale n'aura pas de levier sur lequel agir. Il faut que vous continuiez à vous mobiliser autour de cela. Jeannot dit effectivement, je comprends le message, mais vous savez, personnellement, ayant expérimenté les prix de la guerre, je sais aussi mesurer l'avantage de la paix. Je n'y recours que comme ultime moyen. C'est Olé Soyinka qui disait que le tigre n'écrit pas sa tigritude, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un veut faire une lutte armée, il ne viendra pas dans une salle, il démarrera, il fera. En fait, nous disons ceci. Lorsque nous avons commencé la lutte armée, on n'a pas réuni les gens dans la salle. On a pris nos avions, on a atterri quelque part, et puis on a commencé, on a tiré, on a dit ici c'était le Congo, machin, on ne vous reconnaît pas et tout. Et ça commence comme ça. Ça ne commence jamais dans une salle. Mais je sens de plus en plus effectivement monter dans l'esprit de certains une forme de résolution, d'exaspération par rapport à la situation. Nous disons, cette colère, nous la partageons. Si nous pouvons la rassembler pour exiger qu'on obtienne, parce que je pense qu'on n'a pas épuisé les chances d'appliquer une solution pacifique. C'est un homme, c'est la déviance d'un homme et d'un petit groupe qui est en train de dérouter le pays. Faut-il pour autant jeter le pays dans la guerre? Parce que ce qu'il cherche, c'est le chaos. Il cherche le chaos. Parce que ce sont les pêcheurs. Moi, je suis d'un village de pêcheurs. La pêche en eau trouble, vous êtes obligé de lancer une pierre. Il faut que l'eau soit troublée pour pêcher. Mais quand vous pêchez dans les eaux douces, vous attendez quand l'eau coule et vous pêchez. Eux, ils sont pêcheurs en eau trouble. Ils ont besoin du chaos pour pouvoir se refaire. Voyez avec quel empressement le gouvernement, dès le mois de janvier, a écrit au Conseil de sécurité pour dire la situation sécuritaire au Kasaï est telle que nous ne pouvons pas organiser les élections. Janvier, ils écrivaient. C'est pour dire qu'ils n'attendent que ça. Alors ne leur servons pas ça à grand jour. Moi, je pense, je crois que aujourd'hui, la CENI est en train de travailler sur l'enrôlement des électeurs. Le fichier sera prêt en juillet. Nous avons encore les moyens et les leviers suffisants si nous nous mobilisons en interne et à l'extérieur. Il continuera à nous déstabiliser. Il enverra des messages pour dire qu'il a tel. Il va débaucher, il va continuer à débaucher. Ça, ce n'est pas le problème. Mais il ne débauchera jamais 70 millions de Congolais, c'est impossible. Donc, si nous nous mobilisons à l'interne, on se mobilise à l'externe, il est possible d'avoir des garanties équivalentes qui vont aider le pays à aller vers la tenue des élections et qui soient des élections libres, démocratiques et crédibles où tous les candidats ont le droit de concourir. Il ne faut pas non plus
Bon, moi, mes couleurs, on les connaît. Mais il ne faut pas non plus que demain, pour une élection, que ce soit le pouvoir qui dise que je veux que Jeannot, tu sois candidat, Moïse n'est pas candidat, tel autre est candidat. Non, qu'on laisse tous les candidats y aller. Que les conditions d'égalité et d'équité soient garanties. Nous nous battons pour les élections. Moi, je viens d'une plateforme qui, depuis 1 an, milite l'alternance pour la République pour la tenue des élections. Nous avons soutenu la candidature de Moïse Katumbi. Donc, ça fait 1 an que nous avons un candidat à l'élection présidentielle. Donc, nous sommes prêts pour aller à cette élection présidentielle. Mais encore faut-il que cette élection ait lieu et qu'elle puisse avoir lieu dans les conditions qui soient des conditions d'équité, d'égalité, où tous les acteurs peuvent se prononcer et que le peuple congolais choisisse celui qui veut, qui dirige le pays. Donc, ce combat-là, nous pouvons le faire encore pacifiquement. Croyez-moi, du haut de ma petite expérience, que la solution pacifique reste encore possible. Juste un petit rire par rapport à ça. C'est quand même assez symptomatique de voir ceci. Du côté de l'opposition, l'UDPS a dit qu'elle aura son candidat. Je suis certain que quand ils vont tenir le congrès, je ne parle pas à leur nom, cette question sera résolue. Oui, absolument. Oui. Et le G7 et l'AR, ils ont leur candidat, Moïse Katumbi. Bon, la dynamique, il y a les CID qui s'est prononcé sur Martin Fayoulou. Et de l'autre côté, on ne veut pas parler de candidature. Alors, qui est prêt à aller aux élections, qui ne l'est pas?